Alors, je me suis dit que, vu qu'on est bientôt en 2022, hein, vous savez que on va avoir des challenges, comme je vous le disais, tout le mois de décembre, hein, c'est l'habitude de Try Avec Me pour fêter Noël. On a nos petits challenges. Moi, si vous pigez pas, hein, ce que je vous conseille de faire, c'est que bah, j'ai tout posté. Franchement, on va aller voir avec vous. Mais je vous conseillerais d'aller voir mes vidéos, hein, pour mieux comprendre. Et pendant que bah, il va bien sortir les challenges, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire l'année 2020. Ok? Prenez ça. Voilà. Vous devriez avoir, je l'ai fait il y a 4 mois, hein. Il y a 25 vidéos. Introduction sur tous les sujets, hein. SQLI, piratage de serveurs web, Wireshark, H4, rétro-ingénierie. Hein, donc voilà, moi je vous conseille d'aller voir ça, hein, sinon vous allez être un peu perdu. Moi, je vais commencer donc 2021, je sais pas ce qu'ils foutent. J'attends les challenges, hein, pour pouvoir continuer. 2019, je l'ai fait, donc je vais faire 2020. Ok, bon bah écoutez, je vais faire ça. Je vais faire cette série, nouvelle série. Ok, comme ça on va revoir bah, tout ce qu'on aura besoin. On va revoir les boss, le cookie. Ça, je vous en ai déjà parlé. Ok, donc je vais passer aux questions, hein. Concrètement, c'est les vidéos que je vous ai faites dernièrement, hein. Ça reprend en partie ce qu'on a vu. Je vais peut-être vous parler quand même du domaine système, parce que ça, je vous en ai parlé, mais eux n'abordaient pas le sujet. Donc c'est parti. Donc lorsque vous ouvrez votre navigateur web et naviguez sur un site web, cela me semble si simple. Que se passe-t-il dans les coulisses, hein, sous le capot? Bah d'abord, votre ordinateur communique avec un serveur DNS qu'on appelle Domain Name System pour savoir où se trouve le site web sur Internet, à savoir son adresse IP. Le serveur DNS renverra une adresse IP pour le serveur distant et cela peut être utilisé pour aller directement sur le site. Vous pouvez penser qu'Internet est tout à fait comme la planète elle-même, hein. On a beaucoup d'endroits partout dans le monde, mais ces endroits, ils ont tous une adresse postale. Cela s'apparente au niveau du domaine d'un site web, hein, tryacme.com, google.com. Mais ils ont aussi des coordonnées qui peuvent être utilisées pour localiser leur emplacement avec une précision absolue. Ces coordonnées sont l'adresse IP d'un site web. Vous connaissez l'adresse postale d'un lieu, vous pouvez l'entrer dans Google Maps et recevoir les coordonnées exactes qui peuvent ensuite être mises, hein, dans bah, de la navigation par satellite pour vous y amener d'une façon extrêmement précise. Et ben de la même manière, votre navigateur reçoit l'adresse d'un site web, c'est-à-dire par exemple tryacademy.com, et il renvoie cette adresse à un serveur DNS qui lui indique les coordonnées, à savoir l'adresse IP du site. Ok? Votre ordinateur ne comprend pas le nom de domaine original, c'est ce que je vous disais. Il est lisible par l'homme, mais il comprend lui l'adresse IP. Il veut l'adresse IP. Et votre navigateur, hein, il fait l'interaction entre le serveur DNS, les adresses IP, donc les serveurs web que vous voulez consulter. Ok? Donc l'IP peut être ensuite utilisé pour trouver le serveur sur Internet, permettant à votre ordinateur de demander le contenu du site. Bien sûr, en réalité, c'est une analogie très simplifiée de sorte pardon, qu'une explication plus approfondie de ce processus peut être trouvée ici. Alors, c'est quoi? C'est une salle? Ok, bon bah ça c'est mes cours, hein. Je vous ai fait tous mes cours. Allez voir ma playlist réseau, je vous explique tout ça. Donc, passons à l'exercice pour pratiquer, 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 pratiquer. Comme je vous dis, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Vous soyez à l'aise. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, on va essayer de s'authentifier. Alors, site. Donc, c'est encore des histoires de cookies. Je pense qu'on va jouer avec Cyberchef.
Ok. Donc on va essayer de se connecter à leur mire. Hein, je vais créer Toto. On va faire Toto. Alors ils veulent un passe. Bon, allez, Toto. Ça passe ça? Toto 1. Non, ils veulent pas. Ok. Toto 1. Toto. Ok. Donc on arrive sur une console qui n'est pas interactive et ça doit gérer la maison du Père Noël, hein. Ligne d'assemblage, peinture, hein, retouche, chargement du traîneau. Ok, on va voir sous le capot. On a quoi? On a un cookie. Le cookie s'appelle hôte, ok? Et on a la valeur du cookie. On va récupérer notre valeur de cookie. On va aller voir. Hop. Ça, j'en ai plus besoin. Close. On va aller voir les petites questions qu'ils nous posent. Alors, quel est le nom du cookie? On a vu, c'est hôte. Je vais passer en français, si je veux bien. Alors, très très bonne question. Alors, input. On avait dit la dernière fois, hein, il y a de fortes chances que ça soit du X. Donc on va essayer from X. En effet, on se retrouve un peu avec le même type de question que la dernière fois. Ça devrait aller vite, du coup. Donc donc c'est de l'hexadécimal. Hein. Donc ça veut dire quoi? C'est de la base 16, hein, hexa 16. Pour avoir décodé le cookie, dans quel format? On l'a vu, comme la dernière fois, c'est du JSON. Quelle est la valeur du cookie? Quelle est la valeur du cookie du Père Noël? Bah là, parce que la ligne est pleinement active, ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je comprends pas la question. Je suis pas assez réveillé. Je vais me reprendre un petit café. Vous êtes utilisateur du Père Noël. Hmm, j'ai compris. Ils veulent qu'on passe Santa. Alors, ils veulent qu'on passe Santa. On va passer Santa. Donc là, je prends ça. Hop, je dégage ça, ça. On va mettre Santa. On va coder en X. Ça, je le prends. On refait notre petite tambouille. Ça dégage. Utilitaire. Remove white space. Voilà. Et ça, j'injecte dans mon cookie. Yes. Donc, pareil. Usurpation d'identité. Et on vole.
cookie du Père Noël pour réactiver les chaînes de production. Ok? Donc ça, c'est la technique de cookie forgery, hein, comme je vous l'avais montré. Et on continue. Alors, télécharger des photos, déploiement. Ok, donc pendant que ça tchatche, enfin que je tchatche, je vais démarrer la machine et on va voir un peu le paramètre get et URL. Ça, c'est important puisque tout fonctionne comme ça. Bon, il n'y a pas que du get et du post, hein, par contre. Dites-vous qu'il y a de l'update, il y a plein d'autres, il y a du delete, il y a plein d'opérations, hein. Donc, on a examiné brièvement les différences entre le get et le post, hein. Toutefois, l'accent a été mis sur les demandes post-post utilisées pour les formulaires de connexion. Le serveur que vous allez tester aujourd'hui utilise un concept appelé paramètre get. Tout comme les requêtes POST peuvent être utilisées pour envoyer des informations au serveur, les requêtes GET peuvent également être utilisées. Cependant, il y a une différence importante, hein, retenez bien ça. Les requêtes POST, les données envoyées sont incluses dans le body de la demande, hein, dans le corps. Avec les requêtes GET, les données sont incluses dans l'URL. On dit qu'on passe les paramètres dans l'URL. Je vous en parle tout le temps quand on attaque des applications web. Donc, on a quoi? Le protocole, on voit qu'ici c'est du HTTPS, cela signifie à la demande qu'elle doit être effectuée, ouais, là sur le port 443 en chiffré. On a le sous-domaine. www, c'est un sous-domaine, c'est le World Wide Web. Ok? Donc quand je vais sur www.trayacme.com, ok? www, c'est un sous-domaine, ok? Tryacme.com, c'est un nom de domaine, ok? Le .com, c'est un nom de domaine, ok? Et ensuite, on a le root domaine, ok? Le domaine racine. Et après, enfin, on arrive sur le serveur, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà tout expliqué ça dans mes cours sur le réseau, ok? Donc, les sous-domaines peuvent être essentiellement tout ce que vous voulez. Par exemple, beaucoup de sites utilisent des choses comme assets ou API pour indiquer des sous-domaines avec des utilisateurs différents. On le voit, on le met avant, ok? Je peux avoir API, je peux avoir... Enfin bref, vous l'avez vu toute votre vie, ok? La partie suivante de l'URL, c'est le domaine. Je vous disais, ça peut être Try Hack Me, ça peut être la The Best Festival Company. Les domaines doivent être enregistrés, on a des records, domain records, et sont utilisés comme lien dans un mot ou une phrase mémorable ou une adresse IP. En d'autres termes, ils sont utilisés pour donner un nom au serveur qui exécute un site, hein. Ensuite, on a quoi? On a les TLD, les fameux TLD dont je vous parle tout le temps. C'est les top level domain, ok? Les domaines de premier niveau sont utilisés par DNS pour déterminer où chercher s'ils veulent trouver votre domaine. Auparavant, les domaines de premier niveau avaient des utilisations spécifiques. Certains le font encore, mais c'est plus trop vrai de nos jours. Par exemple, le .co.uk, qui veut dire que c'est une société au Royaume-Uni, le .com, une entreprise basée aux États-Unis, le .fr, une entreprise située en France. Ok? Nous avons ensuite la ressource que nous sélectionnons. Dans ce cas, il s'agit de la page d'accueil web. Ok? Là, je vais chercher après. Je vais sur sous-domaine, domaine, TLD, route. Après, j'arrive quoi? Au slash. Donc, sur la racine du serveur. Ici, moi, c'est entre tryacme et room. Et je lui demande de charger un fichier PHP qui s'appelle index. Toutes les pages d'accueil doivent être appelées index afin d'être correctement servies par le serveur web, sans avoir à être spécifié complètement. Sauf si ce paramètre a été modifié par rapport à la valeur par défaut de la configuration du serveur web, hein. Soit c'est du Windows, ça sera un serveur I2S, enfin 2IS, IIS, soit c'est serveur Apache Linux, ok? Donc, voici comment vous pouvez aller à la tryacme.com sans avoir à spécifier ce que vous souhaitez, recevoir la page d'accueil. Par défaut, ça se fait. La page d'index est servie automatiquement sans que vous la spécifiez.
Ensuite, on a quoi? Les deux derniers aspects de l'URL sont les plus importants pour notre sujet actuel. Ils se rapportent tous deux au paramètre get. Hein. Tout d'abord, on a snack, point d'interrogation snack. Hein. Donc, le point d'interrogation, il est utilisé pour spécifier qu'un paramètre get est à venir. Et nous avons le nom du paramètre ou de la variable. C'est pareil, en fait. Hein. Et ceci est utilisé pour identifier le paramètre au serveur. Ok? On a un signe égal qui indique que la valeur viendra ensuite. Vous m'avez vu faire avec les SQLI, hein, les injections de failles SQL. On passe tout en paramètres dans l'URL. Parfois, pas que. Enfin, nous avons la valeur du paramètre get. Hein, donc là, dans l'exemple, on aurait quoi? On aurait point d'interrogation snack est égal à minspy. Hein, parce qu'on aime les tartes hachées, je sais pas comment ça se dit, mais ça n'a pas traduit. Mais c'est des tourtes, tartes à la viande, mince. Ok. Donc techniquement, hein, il est important de connaître quelle partie du paramètre est faillible. Ok? Et si jamais il y a plus d'un paramètre, ok, on va utiliser l'éperluette, hein, le person, ok, pour passer plusieurs choses. Là, il y a deux paramètres. Premier paramètre, mince pie, et deuxième paramètre, drink est égal à chocolat chaud. Voilà, de cette façon, on peut envoyer plusieurs valeurs au serveur distinguées par des clés. Hein, on parle de clés. Moi, de temps en temps, je vous dis variable euh, ou paramètre, ok? Mais on parle plutôt de clés. Chaque clé a tout le temps quoi? Une valeur, ok? Donc la clé snack a la valeur mince pie. La clé drink a la valeur hot chocolate. Maintenant, les téléchargements, hein, on l'utilise tous les jours, mais on ne sait pas trop comment ça marche. Donc, il y a de nombreuses utilisations pour les téléchargement de fichiers sur l'Internet moderne. Hein. Photos de profil, soumission à l'école, diagramme, trombinoscope, hein, photo de votre chien, ce que vous voulez. Bien que les téléchargements de fichiers soient très courants, ils sont également très faciles à mettre en œuvre de manière non sécurisée. Ok? Et on va voir comment on peut exploiter ça. Hein. On va pousser une RCE, Remote Command Execution, exécution de code à distance, hein, et code, j'ajouterai arbitraire, ok, qui va nous permettre de faire ce qu'on veut. Donc on a un formulaire de téléchargement sans restriction, hein, et on va voir comment on peut télécharger un script, hein, et ça va ouvrir une porte dérobée sur le serveur. Comme il n'y a pas de filtre, hein, en gros le serveur ne va pas vérifier quoi que bah, c'est bien une image qu'on télécharge et pas quoi, pas un virus en PHP, enfin un virus, c'est plus compliqué que ça. Une charge utile en PHP, ok? Et vous savez que la plupart du côté back-end, hein, je vous ai toujours dit, il nous faut quoi? On a trois grosses composantes. Il nous faut du PHP, il nous faut une base de données, MySQL, MSQL, ce que vous voulez, et il nous faut un serveur Apache pour l'héberger. Ok? Donc, on a beaucoup de filtres, hein, on va pas tous les voir, mais je vous ai fait pareil des CTF dessus, j'essaierai de vous les mettre en description. Et on a quoi? On a des filtrages d'extension de fichiers. Hein. Tout se fait sur l'extension, ça vérifie l'extension du fichier téléchargé. Hein. Donc, bah, on a une liste d'extensions autorisées, une whitelist, et le reste est dans la blacklist. Ok? Donc, c'est ce principe. Soit ça fait partie de la liste, ça passe, soit c'est blacklisté, ça ne passe pas. Donc comment on peut contourner ça? Eh ben en fait, on va faire ce qu'on appelle une double extension, une extension à double canon. Hein. Si je veux pousser un fichier PHP qui est en fait bien un PHP, mais je veux le faire croire quoi à l'application que c'est du JPEG, je vais lui mettre un point JPEG, point PHP. Le serveur, il va vérifier la première extension, il va dire ah ouais, pas de problème, c'est une image. En fait, non. Ok? En fait, c'est à la fois une image et c'est à la fois
du PHP. Et je sais que ça peut être déroutant, mais on peut cacher une extension dans une autre extension. Alors, sous Windows, c'est plus compliqué, parce que Windows, il regarde tout le temps la dernière extension, ok? Mais sous Linux, ça passe, ok? Donc, lors de la mise en œuvre d'un système de téléchargement, il est judicieux de télécharger le fichier dans le répertoire accessible à distance, hein, mais souvent, bah, c'est pas le cas. On s'est téléchargé dans un sous-répertoire. Upload, images, médias, ressources. Ok? Donc, on va chercher, on va pousser notre porte dérobée, et après, on a juste à aller naviguer dans notre navigateur web, hein, pour charger le script. Ça va l'exécuter sur le serveur, et nous, on va récupérer notre shell inversé. Ok, donc pour récupérer notre shell, on va avoir besoin de quoi? Bah, pousser côté backend, hein, c'est toute cette partie-là. On upload, on pousse côté backend via le navigateur. Et nous, après, via un Netcat Listener, on va venir récupérer tout ça. Ok? Donc ça, c'est le blabla. Je vais vous l'expliquer en live. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Juste que vous compreniez bien, les shells inversés peuvent être très facilement activés lorsqu'ils sont stockés dans un emplacement accessible. Comme je vous disais, il suffit de naviguer vers le fichier dans votre navigateur pour exécuter le script. J'upload le fichier sur mon serveur. Ok? Je lui dis, eh, tiens, regarde mon image là. Ok? Et malheureusement, le serveur, il exécute l'image, mais c'est pas une image, c'est une charge utile, et il vient se connecter à notre ordinateur qui attend la communication. Ok? Ça, c'est un river shell. Bo- 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 bo. Ok. Pourquoi utiliser le 443? Hein, parce que bah, généralement, c'est pas filtré. Hein. Le HTTPS, on s'en sert tout le temps. Donc, dans les CTF, on utilise des ports bidons, hein. Le port le plus bidon que vous connaissez ou pas, c'est le 4444. C'est ce qu'on appelle le port Metasploit, hein. C'est le port des scripts kiddie. C'est celui qui est configuré par défaut. Et naturellement, dans un environnement réel, on utilisera des ports qui sont ouverts, ok? Comme le port DNS, hein, le 53, ou le port 443 HTTP, ou le port 80, ok? Puisque quoi? Puisque bah, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas bloqué en sortie. Ok? Et pourquoi on n'utilise pas un shell de liaison? Ok? Puisque si on essaie de se connecter directement à la machine, eh ben, on risque de se faire arrêter par un pare-feu. Ok? Puisqu'on essaye de rentrer sur le serveur. Là, c'est l'inverse. C'est le serveur qui se connecte à notre ordinateur. Donc lui, il sort. Donc comme il sort, bah, ça permet de contourner les pare-feux. Parce qu'il y a de fortes chances pour que bah, ça soit pas bloqué la communication. C'est pour ça qu'on privilégie tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des reversions. Ok? Donc, c'est parti. Donc là, on a un code, on va le prendre. Là, j'ai un site, on va aller voir ce qui se passe. Donc, on va le rentrer. Ils nous disent quoi? Rends ton ID en tant que paramètre. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Hop, un petit slash. Hop, un petit point d'interrogation. Ma clé, ID, plus qui dit clé, dit valeur. Et il m'a pas fait le copier-coller, ce bâtard. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, protège l'usine. Si tu trouves bah, des personnes suspectes aux alentours de l'usine, tu peux prendre une photo et nous l'uploader. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon petit programme, on va lui dire PHP, ok? Je vais lui donner mon adresse IP, je vais lui dire, écoute, moi, ma machine, mon Kali Linux, c'est 10.11.26.90, ok? On va prendre, on a vu, on va se prendre le port 443 pour le fun, ok? Et maintenant, je vais télécharger la charge utile. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé?
Donc, j'ai mon River Shell. Mon River Shell, hein, c'est quoi? Eh ben, c'est un programme en PHP qui va venir ouvrir une porte dérobée. J'ai édité deux variables, mon adresse IP et le port 443. Mon adresse IP, 112690, et maintenant je vais ouvrir le port 443, ok? Sur ma machine, ok? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il faut que mon River Shell, je fais quoi? Je le renomme, hein, on va le feinter. Je vais lui dire rivercl.jpeg.php, double extension, ok? C'est devenu jpeg.php maintenant, parfait. Maintenant, j'ouvre un Netcat Listener, hein, listen, écoute, hein, NVP parce que je veux stabiliser mon shell. NV, c'est mode verbeux et interactif. Et P, c'est le port. C'est la dernière lettre. OK? Tout ça, c'est des arguments qui sont passés à Netcat. Netcat, c'est un auditeur, c'est un listener. Il va attendre les communications sur quoi? Sur le port 443. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je retourne là-dessus. Je lui dis, ouais, ouais, tiens, j'ai une superbe photo pour toi, copain. OK? OK? Et là, il nous dit quoi? Ouais, ouais, j'ai bien reçu la photo, ça déchire. Ok, maintenant, comment on peut savoir? Il faut qu'on trouve un moyen, hein, de trouver la page de téléchargement. Ok? Qu'est-ce que je peux faire, par exemple? Qu'est-ce qu'on a vu? Si je reviens un petit peu à ce qu'il nous disait, c'est quoi la logique? Hein, on l'a vu, un site, ça appelle des paramètres, mais généralement, c'est quoi? C'est stocké dans upload, images, médias. Vous voyez où je veux en venir ou quoi? On peut utiliser GoBuster pour énumérer, mais là on va faiser à la main, on va pas se casser la tête. Ok? Alors, est-ce que je peux pas faire ça? Oh, là il y a bien un upload, j'ai droit, je peux cliquer là-dessus. Ah, il se passe rien? Si, si, il se passe des choses. Je suis devenu, ok, Apache. J'ai le compte Apache et on va stabiliser le shell. Ok, donc là j'upgrade quoi? J'upgrade mon dump shell à un shell interactif, ok, pour pouvoir passer plus de commandes, pour avoir une meilleure lisibilité. Il n'y a pas Python, pas de chance. Mais je peux quand même me balader, hein, vous voyez, tout à fait, je peux aller quoi dans Home. Dans Home, il y a quoi? Il y a dire. Dans dire, il y a quoi? LS, il n'y a rien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on récupère? Si je regarde notre exercice. Donc, vous voyez qu'on récupère sans problème, hein. On a poussé une porte dérobée, j'ai la main sur le serveur. Alors, quelle chaîne doit être ajoutée? Ok, accept, on voit en input, tout ça. Ah, des images. Oh, laisse tomber. Contourner le filtre et télécharger un shell inversé dans quel répertoire? On l'a vu, c'est dans Upload, les amis. On l'a poussé. Et dans var, ok, on va les récupérer. Pardon.
Dans mon flag là, je vais m'énerver. Ah, il est dans le WWE. Ok, donc vous voyez la stratégie un peu?